Bonjour à tous, Anne-Sophie Collat, je suis ingénieure-chercheur au laboratoire Risques rocheux et ouvrages géotechniques de l'Université Gustave Eiffel et j'ai le plaisir d'assurer cette deuxième présentation du webinaire consacré au renouveau des constructions en maçonnerie. J'aborderai plus particulièrement les contributions que peuvent apporter les programmes de recherche à la thématique. Pour commencer, je vais partir du contexte présenté par Gérard Lossange précédemment et plus particulièrement de l'état des lieux contrasté entre la forte représentation de la maçonnerie dans le paysage des constructions du génie civil, technique appréciée à la fois pour sa robustesse, sa durabilité, mais aussi pour son esthétique, et, paradoxalement, la disparition de la technique du catalogue des constructions contemporaines. Cet abandon peut s'expliquer d'une part par l'absence de référentiels techniques et de cadres réglementaires autour de la maçonnerie, mais également parfois par les difficultés d'accès aux matériaux ou aux artisans qualifiés, et finalement surtout par l'image que peut renvoyer cette technique, à savoir l'image d'une technique coûteuse, passéiste, réservée à un usage décoratif. Pourtant, la maçonnerie offre une solution résolument moderne, en phase avec les enjeux environnementaux de notre époque. Pour favoriser son retour dans le domaine de la construction neuve, les programmes de recherche peuvent agir à 3 niveaux, sur la partie référentielle technique, bien sûr, mais également sur la démonstration des performances que peut offrir la technique en termes de développement durable et de transition écologique. Je vous propose de commencer par la partie référentielle technique. J'illustrerai par l'exemple de la filière pierre sèche. Depuis la fin des années 90, la structuration de la filière pierre sèche autour des artisans, des architectes, des ingénieurs, des chercheurs a permis de redonner une seconde vie à cette technique de construction ancienne et vernaculaire. Cette structuration a tout d'abord permis de progresser dans l'accessibilité de la ressource en matériaux, grâce notamment à la possibilité de rouvrir des micro-carrières ou de récupérer des pierres issues de démolition, évitant ainsi leur mise en décharge ou leur enfouissement. Des actions ont également été menées pour la formation et la qualification des artisans à travers la création de 2 certificats de qualification professionnelle, ouvriers et compagnons pierre sèche, mais aussi d'information et de formation à destination des prescripteurs. Finalement, la collaboration sur le long terme avec les chercheurs a permis de créer un cadre réglementaire et assurantiel pour la construction des modustainnements en pierre sèche, qui s'est traduit en 2008 par la publication d'un guide de bonne pratique avec les premiers tabacs de dimensionnement élaborés à partir des modèles de calcul qui ont pu être présentés par Denis Garnier dans le premier webinaire, suivi en 2017 de règles professionnelles validées par l'agence qualité construction avec de nouvelles recherches et de nouveaux abacs présentant un gain allant jusqu'à 30% sur le dimensionnement de ces ouvrages. Pour le volet économique, développement durable, je vous propose de partir de l'exemple de la construction du pont de Chasles-de-Coste en 2011 à Ventalon-en-Cévennes en Lozère. Il s'agit d'un ouvrage de 6 mètres d'ouverture et 4,80 m de large, construit en pierre de schiste maçonnée à la chaux pour soutenir une route communale en plein cœur du parc national des Cévennes. Cette construction a servi de cas d'étude à des recherches destinées à quantifier la performance jusque-là présupposée des ouvrages en maçonnerie en termes de développement durable. En s'appuyant sur l'outil normalisé qu'est l'analyse de cycle de vie, on peut évaluer l'impact, ou plutôt les impacts environnementaux de l'ouvrage à sa construction. L'ACV est une méthode multicritère qui permet d'éviter les reports de pollution d'un milieu vers un autre. Je vous présente ici les résultats sur 10 indicateurs issus d'une méthode couramment utilisée, la méthode CML. Parmi ces 10 indicateurs, on peut reconnaître l'épuisement des ressources en premier graphe et puis le changement climatique en 4e position, qui sont les indicateurs de référence pour les projets de génie civil. On peut ainsi constater que sur ces indicateurs, mais sur tous les indicateurs présentés, on a un certain équilibre des 3 phases de construction, à savoir la phase de production des matériaux, de transport et de construction. Cette répartition diffère de celle des autres ouvrages de génie civil, où la production des matériaux prend la plus grande part des impacts environnementaux. Cette singularité peut s'expliquer par la difficile accessibilité au site du chantier, mais également par la spécificité de la construction en maçonnerie. La CV doit également intégrer les phases de vie en œuvre et de fin de vie afin d'éviter le report de pollution d'une phase vers une autre. Si on étend cette étude à l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage et qu'on l'utilise pour comparer la solution maçonnerie à une solution alternative en béton équivalente, on obtient donc ce nouveau graphe. En bleu, la solution maçonnerie avec un petit indice M et en gris, la solution béton avec un petit indice B.
où l'on a fait des hypothèses les plus réalistes possibles pour la solution alternative béton en prenant un pont cadre et en intuitant la provenance des matériaux, le dimensionnement et le mode de construction. On se rend alors compte que la solution maçonnerie est nettement plus performante que la solution béton sur tous les indicateurs, notamment sur nos deux indicateurs référence, épuisement des ressources et changement climatique. Et si à la construction, les différences sont assez faibles, en ajoutant la phase de maintenance, on se rend compte que la sobriété d'entretien de ce type de structure lui permet d'avoir un impact moins préjudiciable pour l'environnement que la solution béton. Si on s'intéresse désormais au volet économique, on part d'un coût total du projet de 154 kg €, dont la majorité revient au lot maçonnerie. Pour financer cet ouvrage, la commune a pu bénéficier des subventions au titre des intempéries et au titre du patrimoine de la part de l'État, de la région, du département et du parc national. À la construction, l'investissement est donc relativement modéré pour la commune, puisqu'il représente 20% du coût total, et cet investissement va majoritairement à destination de la construction maçonnerie, comme l'avait déjà pointé Gérard Vieuxsange. Si on s'intéresse maintenant à l'ensemble du cycle de vie et que l'on compare avec la même solution de béton prise pour l'étude environnementale, on peut ainsi obtenir le coût total des deux ouvrages sur 100 ans, avec toujours en bleu la solution maçonnerie et toujours en gris la solution béton. La première constatation que l'on peut faire, c'est que pour la solution béton, il a été très difficile de fixer un coût à la construction, d'où la très grande fourchette sur le graphique. La fourchette basse provenant d'une estimation de la DDT pour la construction du pont à cet endroit à Chelles-de-Coste, et la fourchette haute provenant d'une buse béton comparable, effectivement réalisée à proximité sur une route départementale. Cette difficulté de fixer un coût peut s'expliquer par l'accessibilité du site, toujours la difficile accessibilité au site, qui rend le projet peu rentable pour des entreprises généralistes de travaux publics. On peut ensuite constater, si on s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie, que l'on a des ordres de grandeur comparables entre la solution maçonnerie et la solution béton en termes de coût. La solution maçonnerie, qui se trouve plutôt en fourchette moyenne ou en fourchette haute au moment de la construction, grâce encore une fois à sa sobriété d'entretien, finit plutôt en fourchette basse au bout de 100 ans. Cette analyse montre l'intérêt pour une commune avec un budget de fonctionnement limité d'investir dès la construction dans une solution robuste, le coût initial, qui peut être en partie financé par des subventions, pouvant être amorti ensuite sur l'ensemble du cycle de vie grâce à des coûts d'entretien faibles et à l'utilisation de ressources locales. Si on s'intéresse finalement au troisième pilier du développement durable, à savoir l'aspect social, on peut commencer par une remarque qualitative sur l'aspect esthétique et patrimonial de ce projet. En plein cœur du parc national des Cévennes, l'intégration paysagère était d'autant plus importante que l'ouvrage se situe dans une épingle et qu'il est donc visible depuis la route. Et par ailleurs, je trouve pour ma part que cet ouvrage est très beau. C'est un avis très subjectif, bien sûr, mais je crois qu'il est partagé. On peut également repartir de l'analyse économique, et plus particulièrement de la destination des financements. Nous avons déjà vu que pour la solution de maçonnerie, une grande part des fonds engagés est destinée à la construction en maçonnerie et donc aux artisans. Alors que pour la solution comparative béton, les financements seraient principalement destinés à la production des matériaux, donc essentiellement à des entreprises qui sont implantées à l'extérieur du territoire, en France ou plus vraisemblablement à l'étranger. On peut finalement analyser la destination de l'argent investi en termes d'emploi. Avec la maçonnerie, l'argent investi sert essentiellement à payer des emplois locaux, des artisans, et des artisans maçons ou carriers, donc il est plus facile de garder l'implantation sur les territoires. En choisissant donc cette solution maçonnerie, le maître d'ouvrage investit massivement sur son territoire, stabilise les emplois locaux et contribue ainsi au développement économique et à la résilience de son territoire. Ces principes sont en phase avec la gouvernance encouragée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La loi pour la transition énergétique met également en avant l'importance de la gestion des déchets, enjeu particulièrement prégnant dans le domaine du génie civil et de la construction, qui sont des gros producteurs de déchets. Sur cet aspect, je vais prendre un autre exemple de construction neuve, également au début des années 2010, à savoir la construction du mur de Felletin dans la Creuse en 2012. Il s'agit d'un mur de 3 mètres de haut, 50 mètres de long, construit en pierre de granit récupéré de la démolition de bâtiments alentours. Et cette fois-ci, construit en pierre sèche.
Ce mur soutient une voie communale qui est vue depuis la route départementale en contrebas et qui se situe dans le périmètre d'un parc régional et dans la cité du bâtiment et du savoir-faire. Si je réalise la même étude d'impact environnemental que précédemment, et si je m'intéresse de la même façon aux deux indicateurs de référence, à savoir l'épuisement des ressources et le changement climatique, on se rend compte que cette fois-ci, les 3 phases de construction ne sont pas équilibrées, puisque la phase de production des matériaux et dans une moindre mesure la phase de transport sont très inférieures à la phase de construction. Cela s'explique par l'utilisation, bien sûr, des pierres de récupération stockées à proximité. Donc, on se propose de comparer cette solution effectivement réalisée à Felletin avec un petit F en dessous à celle qui serait arrivée si on avait extrait les pierres de carrière avec un petit E en dessous. On se rend compte que c'est quand même la phase de construction qui est prépondérante par rapport aux phases de production des matériaux et de transport, mais que l'on a néanmoins un gain substantiel sur ces étapes si on utilise des pierres de récupération. Cet exemple nous a conduit à engager une réflexion sur la fin de vie de l'ouvrage en s'appuyant sur la norme NFEN 15804 et à proposer un indicateur pour quantifier le potentiel de réemploi des matériaux et les bénéfices au-delà des frontières du système. Dans le cas du mur de Felletin, si on ne se limite pas au seul cycle de vie du mur, on a un matériau qui peut être utilisé sur 2 cycles de vie successifs avec des fonctions similaires, à savoir un mur porteur de bâtiment et un mur d'oustènement. De plus, il y a eu très peu de processus de traitement entre les 2 fonctions, à savoir juste un ajustement des tailles de pierre et un peu de transport. Cet exemple illustre la manière dont on peut réutiliser de manière optimale un produit de construction et permet de proposer un premier indicateur de fin de vie, ou en tout cas d'évaluation du potentiel de réemploi ou de valorisation des matériaux. Voici l'indicateur proposé, sachant que le premier terme de cet indicateur traduit les concordances entre les performances requises pour la nouvelle fonction et les performances effectives à l'issue du cycle de vie précédent, à savoir ici, dans notre cas du mur de Felletin, mur porteur et mur d'oustènement, donc un coefficient très proche de 1 pour le cas de Felletin. Et le second reflète l'étendue des processus de transformation nécessaires, le coefficient de transformation CT. Dans notre cas du mur de Felletin, ça veut dire juste, on va rentrer juste à l'intérieur, l'ajustement des tailles de pierre et le transport. Donc, de la même façon, un coefficient très proche de 1. Ce qui nous fait, pour le cas de Felletin, un produit très proche de 1, donc très proche de l'optimum. Cet indicateur a bien sûr été conçu pour notre cas particulier et mériterait d'être étoffé pour être généralisé à l'ensemble des constructions du génie civil, mais il pose tout de même les bases pour analyser et comparer la performance des projets de construction en termes de fin de vie et d'éco-conception. Il confère ainsi à la maçonnerie, dans ce domaine au moins, un statut de premier de cordée. En conclusion, ces études ont permis d'illustrer les réponses que la recherche peut apporter à l'opportunité de construire de nouveau en maçonnerie. Elles ont ainsi permis de confirmer et de quantifier la performance environnementale des ouvrages en maçonnerie et de la comparer avec des solutions équivalentes en béton. On a aussi pu voir que l'image coûteuse de la technique est à nuancer face à la possibilité d'obtenir des subventions à la construction et surtout face à la sobriété d'entretien tout au long de la vie de l'ouvrage. De plus, l'investissement est principalement injecté dans le territoire en recourant à des matériaux, à des emplois locaux et constitue ainsi un élément de résilience territoriale pour le maître d'ouvrage. On a finalement une technique qui est très intéressante en termes d'économie circulaire et de réemploi optimal des matériaux. Dans le cadre du projet en cours de montage Dolmen, développement d'outils et de logiciels pour la maçonnerie existante et neuve, l'idée serait d'aller plus loin dans ces études pour reconquérir les techniques de conception, de construction et d'entretien de ces ouvrages en maçonnerie. Pour cela, on se propose d'approfondir les études environnementales présentées ici, notamment le volet social, pour avoir des indicateurs chiffrés, et puis l'indicateur de fin de vie introduit à la fin de la diapositive précédente, pour lequel il faudra aller plus loin avant généralisation. On se propose également de travailler à l'optimisation du dimensionnement. On a vu que les murs d'oustènement en pierre sèche, les études sur les murs d'oustènement en pierre sèche avaient permis le développement de modèles de calcul plus sophistiqués et ainsi un gain en termes de dimensionnement.
L'enjeu sera de poursuivre ce travail d'optimisation et de l'étendre à d'autres types de structures en maçonnerie, sans nuire bien sûr à la durabilité de la technique, qui est un de ses atouts principaux. Finalement, en lien avec la profession, ces études doivent permettre de proposer des pièces de marché type, CCTP, BPU, pour remettre cette construction dans le référentiel technique. Et en travaillant en plus sur l'accès aux matériaux, la formation des artisans, le projet doit surtout permettre de mobiliser les maîtres d'ouvrage et l'ensemble de la profession pour faire connaître et reconnaître la technique. Merci pour votre attention.